Dans la vallée de la Loire, en l'an 1888, Marie-Catherine Cardon, une jeune femme de 23 ans marquée par une naissance illégitime que la société ne pardonnait jamais, est publiquement reniée par son propre père devant le cercueil de sa mère. Michel Coste, un commerçant respecté, déclare aux personnes présentes que cette jeune fille ne porte ni son sang ni son nom, la laissant sans héritage, sans protection et sans place dans le monde. Lorsqu'elle trouve un homme gravement blessé sur la route d'Amboise et décide de le sauver grâce à des connaissances que personne ne valorisait, une promesse de nouveau départ se dessine à l'horizon. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cet homme était le redoutable baron de Valmont et que ce geste changerait leur destin à tous deux pour toujours. Un B. Interaction avec l'audience. Dites-moi dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire et dites-moi ce qui touche le plus votre cœur dans un roman d'époque. Préparez-vous pour un récit de rédemption, de guérison et d'amour improbable, où une femme sans nom conquiert le cœur de l'homme le plus craint de la vallée de la Loire. Un C. Monde ordinaire. Le soleil de l'après-midi glissait à travers les fentes de la modeste maison en bois, apportant avec lui l'arôme du pain frais mélangé à l'odeur de la terre humide qui montait du potager à l'arrière. Dans la petite cuisine, Marie-Catherine broyait des herbes séchées dans le mortier en pierre qui avait appartenu à sa grand-mère, ses doigts tachés de vert et de violet par les teintures qu'elle avait préparées le matin même. Le son rythmé du pilon était le seul bruit dans cette maison qui, semaine après semaine, devenait plus silencieuse depuis que la toux de sa mère s'était arrêtée. Marie-Catherine n'était pas une femme qui attirait l'attention par une beauté conventionnelle. Sa peau mate, héritée d'une aïeule dont peu de membres de la famille osaient parler, la rendait différente dans un monde qui mesurait encore la valeur à la clarté du teint. Ses cheveux bouclés, toujours attachés en tresses épaisses, et ses mains calleuses, à force de travailler dans le jardin médicinal, ne correspondaient pas à l'idéal délicat attendu des jeunes filles à marier. Son visage, pourtant, dégageait une sérénité qui apaisait les affligés qui frappaient à sa porte en quête de tisanes et d'onguents. À 23 ans, elle connaissait chaque plante qui poussait dans la vallée de la Loire. Elle savait que la feuille de lierre, grimpant, calmait les toux rebelles, que la menthe apaisait les coliques, que la rue éloignait le mauvais sort, bien qu'elle-même ne crût pas aux superstitions. Elle avait tout appris de sa mère Jeanne, qui l'avait elle-même appris de sa propre mère, perpétuant un savoir transmis de génération en génération, invisible aux yeux des médecins diplômés qui méprisaient la sagesse des femmes simples. La maison où elle vivait se trouvait à la périphérie d'Amboise, assez loin des manoirs des barons du vin pour que les visites nocturnes de Michel Coste ne causent pas de scandale. Pendant des années, le commerçant avait gardé Jeanne et sa fille dans un secret relatif, fournissant assez d'argent pour qu'elles ne manquent de rien, mais jamais assez pour qu'elles vivent avec dignité. Il n'avait jamais épousé Jeanne. Il n'avait jamais reconnu Marie-Catherine publiquement. Il les gardait comme on garde un secret encombrant, caché, mais pas complètement oublié. Marie-Catherine déposa les herbes broyées dans un pot en terre cuite et essuya ses mains sur son tablier délavé. Par la fenêtre, elle voyait le ciel se teinter d'orange et de rose, annonçant la fin d'une autre journée. Cela faisait 3 semaines qu'elle avait enterré sa mère. 3 semaines depuis que la fièvre qu'aucune tisane n'avait réussi à guérir avait emporté Jeanne, laissant Marie-Catherine complètement seule dans ce monde qui n'avait jamais été généreux avec les femmes comme elle. Le pire n'avait pas été la mort en soi. Jeanne avait tant souffert ces derniers mois que la paix finale avait semblé presque une bénédiction. Le pire avait été la veillée funèbre. Elle sentait encore le poids des regards lorsqu'elle était entrée dans la petite église, avec le cercueil simple qui avait consommé ses dernières économies. Les femmes chuchotaient derrière leurs éventails, les hommes détournaient les yeux. Tous savaient qui était Marie-Catherine, la fille bâtarde du commerçant Coste, celle qui n'avait pas droit au nom paternel, celle dont l'existence était tolérée mais jamais acceptée. Et puis Michel Coste était apparu. Il était entré avec son épouse légitime, Madame Nathalie, et leurs 3 enfants reconnus, tous vêtus d'un deuil rigoureux.
Marie-Catherine avait senti son cœur s'accélérer. Pour la première fois de sa vie, son père venait la voir publiquement. Peut-être, pensa-t-elle avec une naïveté qui se révélerait bientôt douloureuse, peut-être que maintenant que sa mère était partie, il la reconnaîtrait enfin. Peut-être lui donnerait-il au moins son nom, peut-être. Mais Michel Coste traversa l'église sans un regard pour elle, s'arrêta devant le cercueil, se signa à la hâte et, quand le prêtre mentionna la fille de la défunte, Marie-Catherine, il éleva une voix claire et ferme. « Cette demoiselle n'est pas ma fille. Jeanne était une femme qui travaillait pour ma maison il y a des années. Rien de plus. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « J'ai toujours eu de la compassion pour sa situation, » continua Michel, et chaque mot était une pierre jetée dans la poitrine de Marie-Catherine. « J'ai aidé autant que j'ai pu par charité chrétienne, non par obligation de sang. Que ce soit clair pour toutes les personnes présentes, il n'y a aucun lien entre moi et cette demoiselle. Elle n'a aucun droit sur mon nom, ma maison ou mon héritage. » Madame Nathalie semblait satisfaite. Les fils légitimes regardaient Marie-Catherine avec un mépris mal dissimulé. Et elle, à 23 ans, orpheline de mère et reniée par son père, comprit enfin qu'elle était complètement seule au monde. Maintenant, 3 semaines plus tard, dans la cuisine silencieuse, Marie-Catherine ferma les yeux et respira profondément. Elle ne pleurerait plus. Elle avait déjà trop pleuré. Il lui restait les herbes, le savoir transmis par sa mère et une détermination de fer pour survivre. Elle ne savait pas comment, mais elle survivrait. Elle n'imaginait pas que le lendemain matin, le destin frapperait à sa porte sous la forme d'un homme ensanglanté et que cette rencontre réécrirait complètement son histoire. Un incident déclencheur, crise catalysatrice. L'aube arriva froide et brumeuse, comme c'était souvent le cas en juin dans la vallée de la Loire. Marie-Catherine se réveilla au chant des coqs et alluma le fourneau à bois pour préparer le café. Elle avait devant elle une journée de travail au potager. Les herbes n'attendaient pas les tristesses personnelles pour pousser. Elle enfila sa robe grise, délavée, chaussa ses bottines de cuir raccommodées et sortit dans la cour avec son panier d'osier. Le givre couvrait les feuilles d'une fine couche de cristaux qui brillaient à la faible lumière de l'aube. Elle commença à cueillir les feuilles de menthe, vérifiant chaque plante avec le soin méticuleux que sa mère lui avait enseigné. C'est alors qu'elle entendit un gémissement sourd, et presque un murmure, venant de la route qui passait derrière sa propriété. Marie-Catherine leva la tête, le cœur s'emballant. Il n'était pas courant qu'il y ait du mouvement à cette heure, surtout sur ce tronçon éloigné de la route principale. Elle lâcha son panier et marcha vers le bruit, ses pieds écrasant l'herbe gelée. Ce qu'elle vit la fit s'arrêter brusquement. Un homme était tombé au bord de la route, partiellement caché par la végétation basse. Du sang sombre tachait sa chemise blanche déchirée. Son cheval, un animal magnifique à la robe noire, rôdait nerveusement à quelques mètres, hennissant doucement. Marie-Catherine courut vers lui. L'homme était conscient, mais ses yeux mi-clos bougeaient à peine. Il avait une blessure profonde à l'abdomen et une autre à l'épaule. Il avait perdu beaucoup de sang. La terre autour de lui était imbibée de rouge sombre. « Monsieur !» Elle s'agenouilla à ses côtés, ses mains évaluant déjà les blessures avec la précision de celle qui connaissait le corps humain à travers les herbes qui le guérissaient. Elle n'hésita pas une seconde. Quelles que fussent les circonstances qui l'avaient menée là, quels que fussent les dangers de l'aider, sa nature ne lui permettait pas de laisser quelqu'un mourir. Elle se leva et courut vers la maison, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle avait besoin d'aide pour le déplacer, mais qui l'aiderait? Les voisins les plus proches étaient à des kilomètres, et un homme de cette stature, même blessé, était trop lourd pour qu'elle le porte seule. C'est alors qu'elle eut une idée. Elle prit la large planche qu'elle utilisait comme table improvisée au jardin, attacha des cordes aux extrémités et revint en courant. Au prix d'un immense effort, elle réussit à faire rouler l'homme sur la planche. Il gémit de douleur, mais ne reprit pas totalement connaissance. Marie-Catherine attacha les cordes à la selle du cheval et, parlant doucement pour calmer l'animal, le guida lentement jusqu'à sa maison, traînant le traîneau improvisé avec l'homme dessus.
Il lui fallut presque 1 heure pour le faire entrer et l'allonger sur le lit de sa mère, le seul lit de la maison en dehors de son propre grabat. Elle déchira ce qui restait de sa chemise et examina les blessures à la lumière de la lampe à huile. C'étaient des coups de couteau, 2 précis et profonds. Quiconque avait fait cela voulait le tuer. Marie-Catherine ne s'attarda pas en spéculation. Elle fit bouillir de l'eau, sépara les herbes dont elle aurait besoin, de la consoude pour arrêter le saignement, du souci pour prévenir l'infection, de l'arnica pour les contusions. Elle nettoya les plaies avec de l'eau bouillie et du vin. Puis elle appliqua des cataplasmes d'herbes broyées. L'homme gémit et se débattit faiblement lorsqu'elle recousit l'entaille de l'abdomen avec du fil de coton bouilli et une aiguille à coudre. « Pardonnez-moi » murmura-t-elle, retenant les mains tremblantes de l'homme pendant qu'elle travaillait. « Mais je dois fermer cela, ou vous ne survivrez pas. » Elle travailla pendant des heures. Quand elle eut enfin terminé, le matin était déjà clair dehors, et elle était épuisée, les mains tachées de sang. L'homme respirait avec difficulté, mais il respirait. Il avait une forte fièvre. Son front brûlait sous la paume de sa main, alors qu'elle préparait une infusion de sureau et de gingembre pour faire baisser la température. Marie-Catherine observa enfin son patient avec plus d'attention. C'était un homme grand. Il devait avoir plus de 30 ans. Même blessé et inconscient, il y avait quelque chose d'imposant en lui. Son visage était marqué par d'anciennes cicatrices. Il avait une barbe de quelques jours et des mains grandes et calleuses. Ce n'étaient pas des mains de quelqu'un qui ne vivait que de privilèges. Ses vêtements, bien que déchirés et souillés de sang, étaient d'un tissu fin, bien coupé. Un homme de bien, certainement. Dans les heures qui suivirent, elle resta à ses côtés, changeant les pansements, lui donnant des cuillerées de tisane lorsqu'il reprenait assez connaissance pour avaler, rafraîchissant son front avec des linges humides. La fièvre persistait, haute et dangereuse. La première nuit, l'homme délira. Il appelait des noms que Marie-Catherine ne reconnaissait pas. « Catherine », répétait-il d'une voix rauque d'agonie. Elle tint sa main grande et chaude entre les siennes, et petites et fraîches. « Calme-vous », murmura-t-elle dans l'obscurité de la nuit, bien qu'elle sût qu'il ne l'entendait pas. « Vous allez survivre. Je vous promets que vous allez survivre. » Elle ne savait pas pourquoi elle avait fait cette promesse. Elle ne savait même pas qui était cet homme, mais quelque chose dans le désespoir de sa voix délirante touchait quelque chose de profond en elle. Elle connaissait trop bien la douleur de la perte, la douleur d'être abandonnée, et elle ne permettrait pas qu'une vie de plus se perde s'il était en son pouvoir de l'empêcher. Pendant 3 jours et 3 nuits, Marie-Catherine ne quitta pas le côté de cet étranger. Elle changeait les pansements toutes les quelques heures, forçait tisanes et bouillons entre ses lèvres, maintenait la fièvre sous contrôle avec des compresses froides, dormait assise sur la chaise à côté du lit, se réveillant au moindre son d'inconfort de sa part. Le 3e jour, quand la fièvre tomba enfin et qu'il ouvrit les yeux avec clarté pour la première fois, le premier visage qu'il vit fut le sien. « Qui ?» Sa voix sortit rauque, éraillée. Marie-Catherine sourit de fatigue. « Quelqu'un qui vous a trouvé mourant sur la route. Buvez ceci. » Elle lui offrit une tasse de thé à la menthe avec du miel. Il but docilement, ses yeux sombres ne quittant jamais son visage. « Vous m'avez sauvé ? J'ai essayé. Vous êtes encore loin d'être guéri. » Il ferma les yeux un instant comme pour absorber l'information. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux, une décision prise. « Mon nom est Jean de Valmont, » dit-il, et Marie-Catherine sentit le sang se glacer dans ses veines. Le baron de Valmont. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans la vallée de la Loire le connaissait. L'homme le plus craint de la région, le seigneur du plus grand domaine viticole entre Paris et Lyon. Un homme qui, disaient les rumeurs, était devenu cruel et implacable après une tragédie qui avait détruit sa famille il y a 10 ans. Et elle venait de le sauver. Premier point de bascule, PP1. Marie-Catherine resta silencieuse, traitant la révélation.
Le baron de Valmont, l'homme dont tout le monde parlait à voix basse, le seigneur dont on disait qu'il était sans pitié, qu'il avait transformé le domaine de Valmont en un lieu de travail brutal. Jean l'observait avec ses yeux sombres et pénétrants, attendant une réaction. « Je suis votre débiteur », dit-il finalement, la voix encore faible, mais ferme dans son intention. « Quel est votre nom ?»« Marie-Catherine Cardon. » Il fronça les sourcils. « Je ne connais pas cette famille. Ce n'est pas une famille que monsieur connaîtrait. » Il y avait une amertume involontaire dans sa voix. Jean l'étudia longuement. Il vit ses mains calleuses, sa robe raccommodée, les signes des nuits sans sommeil sur son visage. Il vit aussi autre chose, une dignité qu'aucune pauvreté ne pouvait effacer, une détermination qui brillait dans ses yeux sombres. Quelque chose chez cette femme qui l'avait sauvée sans rien demander en retour, qui avait passé 3 jours et 3 nuits à soigner un étranger, toucha quelque chose en lui qu'il croyait mort depuis longtemps. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il. « Je n'ai plus de travail, des herbes médicinales, des guérisons simples, rien qui n'intéresse quelqu'un comme monsieur. » Jean ferma les yeux, sentant la douleur de ses blessures, mais sentant aussi autre chose, une possibilité, une chance, une dette qu'il devait payer d'une manière qui comptait vraiment. « Vous avez sauvé ma vie, » dit-il quand il rouvrit les yeux. « Et je paie toujours mes dettes. J'ai besoin d'une infirmière au domaine de Valmont, ma fille. Ma fille a besoin de soins que les médecins de la ville ne peuvent pas offrir. » Marie-Catherine cligna des yeux, surprise. « Votre fille ?»« Catherine, elle a 6 ans. » Sa voix se brisa légèrement. « Un incendie a emporté ma femme il y a 10 ans. Catherine a survécu, mais elle ne parle pas. Elle n'a pas dit un mot depuis cette nuit-là. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. « Je ne suis pas médecin, » dit Marie-Catherine doucement. « Je suis juste une femme qui connaît les plantes. Et c'est cette femme qui connaît les plantes qui m'a sauvé quand des médecins diplômés m'auraient laissé mourir. » Jean tendit la main, un geste qui lui coûta un effort visible. « Venez au domaine de Valmont. Occupez-vous de ma fille. En échange, vous aurez le gîte, le couvert, la protection et un salaire juste. Vous aurez une place dans le monde, Marie-Catherine Cardon, une place où personne ne contestera votre nom ou votre origine. » Elle regarda cette main tendue, la main d'un homme que tous craignaient, la main d'un homme qui lui offrait exactement ce dont elle avait le plus besoin, l'appartenance. Sans hésiter, elle plaça sa main petite et calleuse dans la sienne, grande et encore faible. « J'accepte. » Quand leurs doigts se touchèrent, aucun des deux ne comprit complètement ce que cette simple poignée de main signifierait. Aucun des deux n'imaginait que c'était le premier pas d'un voyage qui les transformerait tous les deux pour toujours. À l'extérieur de cette chambre modeste, le soleil se levait sur la vallée de la Loire, illuminant les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Et quelque part sur ces terres, Philippe de Valmont, cousin et héritier du baron de Valmont, recevait la nouvelle qu'il ne voulait pas entendre. Jean avait survécu à l'embuscade. L'histoire ne faisait que commencer. Le carrosse du baron arriva une semaine plus tard, quand Jean parvenait déjà à s'asseoir dans son lit sans vertige. Marie-Catherine était dans la cour, cueillant les dernières herbes qu'elle devait emporter. Elle ne savait pas quand elle reviendrait dans cette maison, si tant est qu'elle y revienne. Quand elle entendit le bruit des roues sur la terre battue, elle vit un carrosse imposant, tiré par 4 chevaux, avec le blason de la famille Valmont, peint sur les portières. Le cocher, un homme âgé en uniforme impeccable, descendit et ôta son chapeau en la voyant. « Mademoiselle est bien mademoiselle Marie-Catherine ?» Le « mademoiselle » sonna étrangement à ses oreilles. Personne ne l'avait jamais traité avec une telle déférence. « C'est moi. Le baron m'a envoyé vous chercher. Il suivra lui-même dans un autre carrosse plus confortable, compte tenu de son état. » Marie-Catherine acquiesça et retourna à l'intérieur de la maison. Il y avait si peu à emporter. Un baluchon de vêtements raccommodés, ses pots d'herbe, le mortier de sa grand-mère, les quelques effets de sa mère qu'elle n'avait pas vendus pour payer l'enterrement. Elle sentit un pincement au cœur en regardant une dernière fois cette maison qui avait été son foyer toute sa vie.
Mais il n'y avait plus rien là pour elle. Cette maison était le passé. Le domaine de Valmont, aussi incertain fût-il, était l'avenir. Le voyage dura 3 heures. Marie-Catherine observait par la fenêtre du carrosse les paysages changer, passant de petites propriétés et villages à des terres de plus en plus vastes, couvertes d'interminables rangées de vignes. L'odeur de la terre et du raisin mûr entrait par les fentes du carrosse. Lorsqu'elle aperçut enfin le siège du domaine de Valmont, elle dut contenir un soupir. C'était une construction magnifique de 2 étages, avec des murs à la chaux blanche et un toit d'ardoise sombre. De larges balcons entouraient tout l'étage supérieur, soutenus par d'épaisses colonnes. Des fenêtres en bois, peintes en bleu, parsemaient la façade. Des jardins soigneusement entretenus s'étendaient autour de la maison principale, avec des bougainvilliers violets et des roses grimpantes couvrant des pergolas en bois. À l'arrière, elle pouvait voir les chais et les dépendances, où des dizaines d'ouvriers s'activaient. Plus loin se trouvaient les logements des ouvriers agricoles. Le carrosse s'arrêta devant l'escalier principal. Une femme corpulente, aux cheveux gris attachés en un chignon serré, se tenait sur le perron. Sa robe noire et sévère, le trousseau de clés à sa ceinture et son expression de désapprobation mal dissimulée l'identifièrent immédiatement comme la gouvernante. « Vous êtes la fille ?» La voix était âpre, sans aucune chaleur. « Je suis Marie-Catherine Cardon. Le baron m'a engagé pour s'occuper de sa fille. » Madame Monique, se présenta la femme sans tendre la main, gouvernante de cette maison depuis 20 ans. Entrez et sachez dès maintenant que c'est une maison de règles et d'ordre. Je ne tolérerai aucun manque de respect ou de laisser-aller. Marie-Catherine la suivit à l'intérieur, ses chaussures simples résonnant sur le parquet ciré. L'intérieur de la maison était sombre malgré les larges fenêtres. Les rideaux lourds bloquaient la majeure partie de la lumière. Des meubles en bois sombres occupaient les pièces. Des portraits de famille dans des cadres dorés couvraient les murs. Il y avait un silence oppressant, comme si la maison elle-même était en deuil. La petite occupe la chambre au 2e étage. Elle est, dit Madame Monique pendant qu'elle montait l'escalier. Elle en sort rarement, refuse de manger correctement, ne joue pas, n'étudie pas, ne fait absolument rien d'utile. Elle a des crises la nuit où elle hurle sans cesse, bien qu'elle ne prononce pas un mot durant la journée. Elle a perdu sa mère très jeune, dit Marie-Catherine doucement. Nous avons tous nos croix à porter. La voix de Madame Monique était dure comme la pierre. Beaucoup d'enfants deviennent orphelins. Ils apprennent à surmonter cela. Cet enfant est trop gâté pour son propre bien. Marie-Catherine sentit la colère monter en elle, mais elle se contint. Elle n'était pas là pour se faire des ennemis. Surtout pas avec la gouvernante qui dirigeait clairement cette maison en l'absence du baron. Elles s'arrêtèrent devant une porte en bois ornementée. Madame Monique frappa 2 fois, une formalité vide puisque aucune réponse ne viendrait. « Catherine, la demoiselle que ton père a engagée est ici. » Silence absolu. Madame Monique tourna la poignée et ouvrit la porte, faisant signe à Marie-Catherine d'entrer. Ce qu'elle vit lui serra le cœur. La chambre était grande et bien meublée. Un lit à baldaquin avec des rideaux blancs, une armoire en bois sculptée, un coffre à jouets, un petit secrétaire. Mais quelque chose n'allait pas du tout. Les rideaux étaient fermés, laissant la pièce dans une pénombre permanente. Des jouets gisaient éparpillés sur le sol, ignorés. Et dans le coin le plus éloigné, recroquevillée dans une chaise à bascule trop grande pour elle, se trouvait Catherine. C'était une petite fille pour ses 6 ans, aux longs cheveux châtains ébouriffés, portant une chemise de nuit blanche qui avait été propre il y a plusieurs jours. Elle avait les bras enlacés autour de ses genoux et se balançait lentement et mécaniquement d'avant en arrière. Ses yeux, grands et sombres comme ceux de son père, fixaient le vide sans rien voir réellement. Elle ne leva pas les yeux quand Marie-Catherine entra. Elle ne réagit d'aucune façon à la présence d'étrangers. Elle continuait simplement de se balancer, perdue quelque part très loin de cette réalité. « Comme vous pouvez le voir », dit Madame Monique avec un soupir de résignation. « Elle est au-delà de toute aide, mais le baron insiste pour essayer. Vos quartiers sont dans la chambre d'à côté.
On attend de vous que vous passiez la majeure partie de votre temps ici avec la petite. Les repas sont servis à la cuisine pour les employés, ou vous pouvez demander qu'on vous les apporte ici, si vous préférez. Pour tout problème, cherchez-moi et essayez de ne pas déranger le baron quand il arrivera. Il a des affaires sérieuses à traiter. » Cela dit, elle sortit en fermant la porte avec un bruit sourd. Marie-Catherine resta immobile un instant, observant la petite fille qui continuait de se balancer indifférente à tout, puis doucement elle traversa la chambre. Elle ne s'approcha pas trop, elle ne voulait pas l'effrayer. Elle s'assit simplement par terre à une distance respectueuse et commença à parler. « Bonjour Catherine, mon nom est Marie-Catherine, mais tu peux m'appeler simplement Catherine si tu veux. » Sa voix était douce, sans exiger de réponse. « Ton père m'a demandé de venir vivre ici pour te tenir compagnie. Je pense que nous pourrions être amis. Qu'en penses-tu » La petite ne répondit pas, ne cligna même pas des yeux, continua de se balancer. « Tu sais, j'ai perdu ma mère moi aussi. C'était il y a 1 mois. » Marie-Catherine sentit sa gorge se serrer, mais elle continua. « Ça fait très mal, n'est-ce pas ? Ça fait mal à un endroit ici, à l'intérieur. » Elle posa la main sur sa propre poitrine. « Un endroit que rien ne semble atteindre, comme si on t'avait arraché un morceau de toi. Et peu importe ce que tu fais, ce morceau ne revient plus. » Pour la première fois, Catherine s'arrêta de se balancer. Ce ne fut que pour 1 seconde. Mais ce fut suffisant pour que Marie-Catherine sache que quelque part derrière ce silence, la petite écoutait. « Mais tu sais, » continua Marie-Catherine, gardant une voix sereine, « j'ai découvert que ce trou ne disparaît jamais. On apprend à vivre avec et petit à petit, très doucement, d'autres bonnes choses commencent à pousser autour. Pas à sa place. Rien ne remplacera jamais la personne que nous avons perdue, mais autour, comme des fleurs qui poussent autour d'une pierre. » Silence. Mais maintenant, Marie-Catherine en était sûre. Catherine écoutait. « Je ne vais pas exiger que tu me parles, » dit-elle doucement. « Ma mère connaissait beaucoup d'histoires. Je peux t'apprendre des choses sur les plantes qui guérissent. Je peux te faire découvrir les couleurs et les odeurs du jardin dehors. Nous pouvons faire tout cela sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Qu'en penses-tu » Catherine tourna la tête. Ce fut un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais elle regarda Marie-Catherine. Elle la regarda vraiment, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois. Et dans ce regard, Marie-Catherine vit non seulement de la douleur, mais une lueur d'autre chose, de l'espoir, peut-être, ou de la curiosité, ou simplement la reconnaissance que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait comme si on la voyait vraiment. Marie-Catherine sourit, un petit sourire sincère. « Nous allons commencer doucement, d'accord ? Aujourd'hui, je vais juste rester ici avec toi. Demain, peut-être que tu me laisseras ouvrir ces rideaux pour laisser entrer un peu de soleil, et après cela, eh bien, nous découvrirons ensemble. » Elles restèrent ainsi pendant des heures, Marie-Catherine assise par terre, parlant de temps en temps de choses simples. Le chant des oiseaux dehors, les nuages qu'elle voyait par la fente du rideau, une histoire que sa mère racontait sur une étoile tombée amoureuse de la lune. Catherine, sur sa chaise, se balançant plus lentement maintenant, les yeux se tournant vers Marie-Catherine de plus en plus fréquemment. Quand la nuit tomba, Marie-Catherine aida Catherine à se coucher. La petite se laissa conduire sans résistance. En remontant les couvertures sur elle, Marie-Catherine commença à fredonner tout bas une berceuse que Jeanne lui chantait enfant. « Dors, ma petite, dors, que la lune veille sur toi. Dors, ma petite, dors, jusqu'à ce que le soleil revienne ici. » Sa voix était un peu voilée, mais affectueuse. Et pour la première fois depuis des années, Catherine ferma les yeux et s'endormit sans hurler, sans cauchemar, sans terreur. Dans la chambre d'à côté, épuisée mais étrangement pleine d'espoir, Marie-Catherine se coucha elle aussi. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait dans cette maison immense et mélancolique. Elle ne savait pas si elle réussirait réellement à aider cette petite fille détruite par le traumatisme. Elle ne savait pas comment ce serait de travailler pour l'homme le plus craint de la vallée de la Loire.
mais elle savait, avec une certitude née au plus profond d'elle-même, qu'elle était exactement là où elle devait être. Que sauver Jean sur la route n'avait été que le début, que sa véritable mission commençait maintenant, sauver Catherine et peut-être, par la même occasion, se sauver elle-même. 2B, test, refus. Les premiers jours au domaine de Valmont s'avérèrent plus difficiles que Marie-Catherine ne l'avait anticipé. Madame Monique ne cachait pas sa désapprobation, se faisant un devoir de rappeler constamment que les jeunes filles sans famille et sans nom n'avaient pas leur place dans une maison respectable. Les autres employés la traitaient avec distance, non pas ouvertement hostile, mais prudent, comme si s'associer à elle pouvait attirer des ennuis. Et Jean, le baron de Valmont, restait distant de manière presque délibérée. Il était arrivé au domaine 2 jours après Marie-Catherine, se remettant encore de ses blessures. Il s'était installé dans ses appartements et en sortait rarement, occupé par des livres de comptabilité et des lettres d'affaires qui s'empilaient sur son bureau. Lorsqu'il croisait Marie-Catherine dans les couloirs, il faisait un bref signe de tête et poursuivait son chemin comme s'il était un étranger, et non l'homme qui l'avait amené ici. Elle se demandait s'il regrettait, s'il s'était rendu compte que l'engager avait été une erreur, s'il voulait qu'elle parte, mais ne savait pas comment le dire. Avec Catherine, les progrès étaient lents et subtils. La petite avait commencé à permettre à Marie-Catherine d'ouvrir les rideaux quelques heures par jour. Elle acceptait qu'elle lui peigne les cheveux. Elle mangeait un peu plus quand Marie-Catherine s'asseyait à côté d'elle et transformait le repas en histoire. Le morceau de pain est un petit bateau naviguant sur une mer de soupe. Voyons s'il arrive jusqu'au port de ta bouche. Mais elle ne disait aucun mot, et les crises nocturnes continuaient. Des cris qui résonnaient dans les couloirs, réveillant toute la maison. Une semaine après son arrivée, Marie-Catherine était dans le jardin en train de cueillir de la menthe fraîche quand elle entendit des voix altérées venant de la maison. L'une d'elles était celle de Jean, l'autre lui était inconnue. Curieuse et un peu inquiète, elle s'approcha de la fenêtre du bureau qui donnait sur le jardin latéral. « C'est une irresponsabilité totale, Jean », disait la voix inconnue, masculine et irritée. Amener une inconnue, sans référence, sans famille, pour s'occuper de ta fille. Es-tu devenu fou? Elle m'a sauvé la vie, Philippe. La voix de Jean était froide, contrôlée. Marie-Catherine s'arrêta. Philippe. Elle avait déjà entendu ce nom. Oui, Jean délirait avec ce nom pendant sa fièvre, et d'après les rumeurs captées parmi les employés, Philippe de Valmont était le cousin de Jean et son héritier officiel, puisque le baron n'avait pas de fils. « Sauvée où elle a eu de la chance », rétorqua Philippe. « Tu ne sais rien de cette femme, tu ne sais pas de quelle famille elle vient. Si tant est qu'elle vienne d'une famille décente, ce pourrait être une aventurière, une chanteuse, une... Attention à tes paroles. » Et pour la première fois, il y avait un danger réel dans la voix de Jean. « Je suis ton cousin et ton héritier. J'ai le droit de m'inquiéter de tes décisions. » Philippe baissa un peu le ton, mais maintint son insistance. Surtout quand ce sont des décisions aussi impulsives. Tu es encore affecté par tes blessures. Tu ne réfléchis pas clairement. Cette demoiselle peut avoir toutes sortes d'intentions. Mes intentions étaient de lui sauver la vie sans rien demander en retour. Marie-Catherine ne put se contenir. Elle entra par la porte du bureau sans cérémonie, les yeux brillants d'indignation. Mes intentions étaient d'accepter un travail honnête pour m'occuper d'une enfant qui a besoin d'aide. Si monsieur y voit de la malice, le problème est dans sa propre âme, pas dans la mienne. Le silence qui suivit fut absolu. Jean était assis derrière son grand bureau en bois sombre, les papiers oubliés devant lui. Il était plus pâle qu'il ne l'aurait dû, preuve qu'il ne s'était pas encore totalement remis, mais ses yeux, fixés maintenant sur Marie-Catherine, brillaient de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Philippe, debout à côté du bureau, était un homme d'apparence agréable, grand, bien habillé, avec des cheveux châtains bien coiffés et une moustache parfaitement taillée. Beau au premier abord, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid et de calculateur qui fit frissonner Marie-Catherine.
Tu vois, Jean? Philippe la pointa du doigt avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle ne respecte même pas l'autorité de cette maison. Elle envahit des conversations privées, parle d'égal à égal avec son patron. C'est exactement le genre de comportement inadéquat dont je parlais. Elle a une langue pour se défendre. Jean se renversa dans sa chaise, les doigts entrelacés sur son abdomen blessé. Je pense que cela devrait être encouragé, pas réprimandé. Tu commets une erreur, cousin. La voix de Philippe se durcit. Mais, comme toujours, tu es trop têtu pour entendre raison. J'espère seulement que tu ne le regretteras pas quand il sera trop tard. Cela dit, il passa devant Marie-Catherine avec un regard de pur dédain et sortit du bureau, ses pas résonnant sur le parquet. Marie-Catherine resta là, respirant encore lourdement sous l'effet de la colère, sentant ses joues brûler. « Je suis désolée, » dit-elle enfin, en baissant les yeux. « Je n'aurais pas dû. » Jean l'interrompit, et il y avait presque un sourire sur ses lèvres. « Il était injuste, et vous vous êtes bien défendu. » Elle leva les yeux, surprise. « Pourtant, j'ai été irrespectueuse. Si monsieur souhaite que je parte. » Je ne le souhaite pas. Il dit cela avec une telle fermeté qu'il n'y avait plus de place pour le doute. Olivier est mon cousin, et je l'aime comme un membre de ma famille, mais il peut être précipité dans ses jugements. N'écoutez pas ce qu'il dit. Il pense que j'ai des arrière-pensées et il a... Marie-Conception le regarda droit dans les yeux. Mes seules intentions sont de faire mon travail, d'aider Caroline et de gagner honnêtement le salaire que monsieur m'a promis. Je n'attends rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Jean l'étudia pendant un long moment. Puis il sembla sentir qu'elle avait réussi un test invisible. « Comment va Caroline ?»« Mieux lentement, mais mieux. Hier, elle m'a laissé coiffer ses cheveux. Ce matin, quand je lui ai raconté une histoire d'oiseau, je crois qu'elle a presque souri. Pour la première fois, quelque chose sur le visage dur de Jean s'adoucit. Vraiment? Presque. Pas encore complètement, mais elle sort d'elle-même, centimètre par centimètre. Marie-Conception fit un pas en avant. « Monsieur le baron, puis-je vous demander... Que s'est-il passé? Vous n'êtes pas obligé de me le dire si vous ne le souhaitez pas. Mais plus j'en saurai sur son traumatisme, mieux je pourrai l'aider. » Jean resta silencieux si longtemps que Marie-Conception crut qu'il refuserait. Mais il commença alors à parler, la voix basse et chargée d'une vieille douleur. C'était il y a 10 ans. Caroline avait 6 mois. Il y a eu un incendie. Il a commencé dans la cuisine, la nuit. Il s'est propagé si vite. Il ferma les yeux. J'étais en voyage d'affaires à Paris. Quand je suis revenu, l'aile et de la maison étaient détruites. Mon épouse, Hélène, est morte en essayant de sauver Caroline. Elle a réussi à la passer à une servante par une fenêtre avant que les flammes ne la consument. « Je suis tellement désolée » murmura Marie-Conception. Et c'étaient les mots les plus sincères qu'elle ait jamais prononcés. Caroline a failli mourir aussi, inhalation de fumée, brûlure. Jean ouvrit les yeux, et il y avait en eux une agonie qui n'avait jamais disparu. Les médecins ont dit que c'était un miracle qu'elle survive, mais quand elle s'est rétablie physiquement, elle ne parlait plus. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits, ne laissait personne la toucher. Elle dépérissait peu à peu, et moi, je ne savais pas comment l'atteindre. J'ai tout essayé, médecin, prêtre, guérisseur, rien n'a fonctionné. Et vous vous en voulez de ne pas avoir été là cette nuit-là? Ce n'était pas une question, c'était un constat. Jean acquiesça d'un coup brusque. J'aurais dû être là. C'était ma famille, ma responsabilité. Et c'est pour cela que vous êtes devenu dur, redoutable. Vous avez construit des murs autour de vous. Un autre signe de tête. Marie-Conception s'approcha davantage, osant s'asseoir sur la chaise face au bureau, la même qu'Olivier occupait quelques minutes plus tôt. Monsieur le baron, ces murs ne protègent pas Caroline, ils ne font que l'isoler davantage. Elle a besoin de voir qu'elle peut revenir à la vie, et elle ne le fera pas si la maison même où elle vit ressemble à une tombe. Jean la regarda avec intensité. Que suggérez-vous? Laissez-moi travailler. Vraiment travailler. Pas seulement m'occuper d'elle dans sa chambre, mais l'emmener dehors, dans le jardin, voir les animaux, les ouvriers.
la vie qui passe. Laissez-la me voir interagir avec d'autres personnes, faire des choses ordinaires, rire de petites choses. Les enfants apprennent en regardant. Si tout ce qu'elle voit, ce sont des chambres sombres et des adultes silencieux, c'est ce qu'elle pensera être la vie. Et si elle fait une crise, si quelque chose l'effraie, alors je serai là pour la calmer, dit Marie-Conception avec conviction. Mais je ne peux pas la guérir en la gardant sous cloche. Un traumatisme ne se guérit pas par l'isolement, il se guérit par la vie, par de petits moments de normalité, jusqu'à ce que la normalité soit à nouveau possible. Jean resta silencieux, pensif. Finalement, il demanda « Croyez-vous vraiment pouvoir l'aider ?» « Je le crois. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. « Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je ne sais pas si elle reparlera un jour, mais je peux la faire sourire à nouveau. Je peux lui apprendre que le monde n'est pas seulement douleur, qu'il y a encore de belles choses, que cela vaut la peine d'être en vie. » Jean la regarda longuement. Marie-Conception soutint son regard sans baisser les yeux. Quelque chose changeait entre eux à ce moment-là. Quelque chose au-delà du patron et de l'employé, au-delà du baron et de l'infirmière. Une reconnaissance mutuelle. Deux âmes blessées, reconnaissant la douleur de l'autre. « Faites, » dit Jean finalement. « Faites ce que vous jugez le mieux. Vous avez ma permission et mon soutien total. Quiconque créera des obstacles devra m'en répondre. Cela inclut Madame Madeleine. » Un sourire amer toucha ses lèvres, surtout Madame Madeleine. Marie-Conception se leva, sentant pour la première fois depuis son arrivée au domaine de Bellefontaine qu'elle avait vraiment une chance, une mission réelle, un but. « Jean, dit-il soudainement, quand nous serons seuls, vous pouvez m'appeler Jean. Passons sur les formalités inutiles. » Elle cligna des yeux, surprise, puis acquiesça. « Jean, alors, et je vous appellerai Conception. » Il inclina la tête. « Marie-Conception est trop long. Conception, c'est bien. » Elle sourit, un sourire petit mais authentique. « C'est ce que j'ai dit à Caroline. C'est un nom vraiment trop long. » Quand Marie-Conception sortit du bureau, elle se sentait différente, plus légère, comme si elle avait passé un test crucial et qu'elle avait enfin la permission de faire ce qu'elle savait faire de mieux. Guérir. Pas seulement avec des herbes, mais avec sa présence, sa patience, son amour. Dans le couloir, elle croisa Madame Madeleine. La gouvernante ouvrit la bouche pour dire quelque chose, certainement une critique, mais Conception passa devant elle la tête haute, sans se laisser intimider. Les choses changeaient au domaine de Bellefontaine. Conception le sentait dans chaque fibre de son être. Et dans le bureau, Jean resta assis, regardant la porte par laquelle elle venait de sortir. Une sensation étrange et oubliée s'agitait dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 10 ans. L'espoir. 2C, point médian, le tournant central. Les mois suivants apportèrent des changements subtils mais profonds au domaine de Bellefontaine. Marie-Conception tint sa promesse. Elle emmena Caroline hors de sa chambre, d'abord seulement sur la véranda, puis dans le jardin et enfin pour des promenades sur les terres du domaine. La transformation de la petite fille était lente mais indéniable. Cela commença par de petits gestes. Toucher les pétales d'une rose avec curiosité, observer les papillons se poser sur les fleurs, lever le visage pour sentir le soleil du matin. Puis vinrent les expressions faciales, un froncement de sourcils quand quelque chose l'intriguait, un presque sourire quand Marie-Conception faisait quelque chose de drôle. Et un après-midi de septembre, 8 mois après l'arrivée de Marie-Conception, l'impossible se produisit. Elles étaient dans le jardin, assises à l'ombre d'un vieux chêne. Marie-Conception apprenait à Caroline à faire des couronnes de marguerites, ses doigts agiles entrelaçant les tiges avec une patience infinie. Caroline observait avec une attention absolue, puis essayait d'imiter avec ses petites mains, luttant avec les fleurs délicates. C'est alors qu'un colibri apparut, ses plumes vert émeraude brillant au soleil. Il plana dans l'air à quelques centimètres de Caroline, ses ailes vibrant si vite qu'elles devenaient invisibles. La petite fille se figea, les yeux écarquillés d'émerveillement. Et alors, pour la première fois en 10 ans, Caroline parla « Beau !»
Marie-Conception sentit des larmes lui brûler les yeux. Elle ne fit pas d'esclandre, ne cria pas de joie. Cela pourrait effrayer la petite fille et la murer à nouveau dans le silence. Elle sourit simplement et dit doucement « Oui, ma chérie, c'est très beau. C'est un colibri. Colibri. » Caroline testa les syllabes avec précaution, comme si elle redécouvrait ce que c'était que de parler. « C'est ça. Très bien, Caroline. » La petite fille la regarda et, pour la première fois depuis des années, sourit. Un vrai sourire qui illumina tout son visage et la fit enfin ressembler à l'enfant de 6 ans qu'elle était. C'est ainsi que Jean les trouva quelques minutes plus tard, alors qu'il venait du bureau chercher Marie-Conception pour discuter des médicaments de Caroline. Il s'arrêta dans le jardin, caché par les plantes grimpantes, et observa la scène. Sa fille, enlacée par cette femme qui était arrivée comme une étrangère, et était devenue sa sauveuse, souriant sincèrement pour la première fois depuis qu'elle était bébé. Quelque chose en lui se brisa, non pas douloureusement, mais comme lorsque la vieille glace cède enfin à la chaleur du printemps. 10 ans de murs soigneusement érigés commencèrent à se fissurer. Marie-Conception leva les yeux et le vit. Leurs regards se croisèrent à travers le jardin, et à ce moment-là, ils surent tous les deux. Ils ne le dirent pas. Peut-être ne se l'avouaient-ils pas encore, mais ils surent. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de profond et d'irréversible. Jean traversa le jardin à pas lents, presque hésitant. Il s'agenouilla aux côtés de Caroline, et sa voix était rauque quand il parla. « Ma petite, tu as parlé. » Caroline regarda son père avec ses grands yeux sombres, si semblables aux siens. « Papa. » Il attira sa fille dans ses bras et pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort d'Hélène. Il pleura 10 ans de culpabilité, de solitude, de désespoir. Et Caroline se laissa embrasser, ses petits bras fins entourant le cou de son père. Marie-Conception s'éloigna discrètement, leur laissant de l'intimité pour ce moment. Mais avant qu'elle ne puisse aller trop loin, Jean tendit une main et saisit la sienne, la serrant fermement. Non. Il la regarda, le visage mouillé de larmes, mais les yeux brillants de quelque chose de nouveau. « Restez, vous faites partie de cela. Vous nous avez rendus l'un à l'autre. » Marie-Conception sentit son cœur se serrer. Sa main était grande et chaude, enveloppant la sienne complètement. Elle aurait dû la lâcher. Elle aurait dû maintenir la distance appropriée entre patron et employé. Elle aurait dû, mais elle ne le fit pas. Elle serra simplement ses doigts en retour et resta là, témoin de ce moment de guérison, partie fondamentale de cette famille brisée qui commençait enfin à se reconstruire. C'est alors qu'ils entendirent des applaudissements lents et sarcastiques venant de la véranda. Olivier était là, appuyé à la balustrade, les observant avec une expression mêlant mépris et quelque chose de plus sombre, de la haine pure. « Quelle scène émouvante !» dit-il, la voix dégoulinante de venin. « L'héroïne salvatrice, le baron reconnaissant, l'enfant miraculeusement guéri, il devrait y avoir une musique de fond, ne trouvez-vous pas ?» Jean se leva immédiatement, se plaçant entre Olivier et Marie-Conception. « Cela suffit, Olivier. »« Suffit ?» Olivier descendit les marches de la véranda lentement, chaque mot comme un coup de poignard. « Non, cousin, je pense que cela ne fait que commencer. Tu ne vois pas, n'est-ce pas ? Ou tu choisis de ne pas voir parce qu'elle est jolie, serviable et qu'elle dit exactement ce que tu veux entendre. De quoi parles-tu » La voix de Jean était dangereusement basse. « De cette femme. » Olivier pointa Marie-Conception du doigt, comme si elle était une chose sale. « Sais-tu qui elle est vraiment ? Sais-tu d'où elle vient ?» Marie-Conception sentit son sang se glacer. Non, il n'oserait pas. Elle est la fille bâtarde de Marcel Dupont, le commerçant. Olivier sourit victorieusement, en voyant le choc sur le visage de Jean. Ce même Marcel Dupont, qui te doit de l'argent depuis des années. Celui-là même qui a tenté de négocier ses dettes à plusieurs reprises. Et soudain, quelle coïncidence extraordinaire, sa fille rejetée apparaît pour te sauver sur une route déserte. Tu insinues. Jean se tourna vers Marie-Conception, la confusion et un début de méfiance dans les yeux. Je n'insinue rien. J'énonce des faits.
Olivier s'approcha davantage. Elle n'était pas là par hasard, Jean. Elle a été envoyée, probablement instruite pour gagner ta confiance, entrer dans ta maison, se rendre indispensable. Et maintenant, regarde. Il fit un geste vers le jardin, vers la scène domestique dont il avait été témoin. Cela fonctionne parfaitement. Dans peu de temps, elle demandera de l'argent, ou pire, le mariage, et toute la fortune des Vasconcelos finira entre les mains d'une chantageuse et de son père ruiné. Ce n'est pas vrai. Marie-Conception fit un pas en avant, tremblant de rage. Je ne savais même pas qui était Jean quand je l'ai trouvé. Je n'avais rien planifié. Bien sûr que vous direz cela. Olivier rit sans humour. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Fille d'un débiteur sans famille, sans nom, n'ayant rien à perdre et tout à gagner. Elle apparaît opportunément pour sauver l'homme qui peut résoudre tous les problèmes financiers de son père. Et toi, il regarda Jean, tu es si aveuglé par la gratitude et la solitude que tu ne vois pas la manipulation qui se joue sous ton propre toit. Sors. La voix de Jean était de la glace pure. Quoi? Sors! Rugit Jean, et Caroline s'agrippa, effrayée, aux jupes de Marie-Conception. Quitte ma propriété immédiatement. Jean, tu dois entendre raison. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de te voir loin d'ici. Jean avança, et il y avait de la violence dans chaque ligne de son corps. Tu es venu chez moi, devant ma fille, accuser une femme qui ne nous a apporté que du bien, qui m'a rendu Caroline, qui n'a jamais rien demandé en retour. Et tu as l'audace d'appeler cela de la manipulation. Un jour, tu te réveilleras et tu verras que j'ai raison. Olivier recula, mais garda son sourire cruel. Et ce jour-là, tout ce que tu as construit aura été détruit par Seth. Seth. Termine cette phrase, et je jure que j'oublierai que nous sommes cousins. Olivier regarda Jean, puis Marie-Conception, et dans ses yeux, il y avait une haine pure, plus du tout déguisée. Très bien, je m'en vais, mais souviens-toi, cousin, je t'ai prévenu, et quand tout s'effondrera, ne dis pas que tu ne savais pas. Il se tourna et partit, ses pas résonnant dans le silence tendu qu'il laissait derrière lui. Caroline commença à pleurer doucement. Marie-Conception s'agenouilla à ses côtés, l'enlaçant, murmurant des mots doux, mais intérieurement, elle sentait une terreur croissante. Qu'avait fait Olivier? Quel doute avait-il planté chez Jean? Quand elle réussit enfin à calmer Caroline et la ramena à l'intérieur de la maison, Jean resta dans le jardin, les poings serrés, l'esprit tourbillonnant. Serait-ce possible? Tout cela n'était-il qu'un mensonge? La façon dont elle le regardait, le dévouement avec lequel elle s'occupait de Caroline, la manière dont son cœur s'accélérait quand ils étaient proches. Tout cela avait-il été calculé? Non, ce n'était pas possible. Jean reconnaissait la manipulation quand il y en avait une. Et Marie-Conception. Conception. Il n'y avait aucune fausseté en elle. Il y avait de la douleur, oui. Il y avait des secrets, peut-être. Mais il n'y avait pas de méchanceté. Olivier avait tort. Il devait avoir tort. Mais le doute, une fois planté, est comme un poison. Il commence petit et se propage. 2D, fausse victoire. Rapprochement. Les jours suivants furent étranges et tendus. Jean évitait Marie-Conception, bien qu'elle remarquât souvent ses yeux posés sur elle, évaluant, questionnant. Elle voulait expliquer, elle voulait dire toute la vérité sur son père, sur le rejet public, sur la façon dont elle en était réellement venue à sauver Jean. Mais il ne lui en laissait jamais l'occasion. Il restait à l'écart, froid, bien que jamais hostile. Caroline, cependant, continuait de s'épanouir. Elle parlait plus chaque jour, encore par phrases courtes et hésitantes, mais elle parlait, riait, jouait. C'était comme voir une fleur éclore après un hiver trop long. Une nuit, 2 semaines après la confrontation avec Olivier, Marie-Conception était dans le jardin à cueillir des herbes au clair de lune quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se tourna et vit Jean debout là, les mains dans les poches, l'expression indéchiffrable. « Puis-je vous parler » demanda-t-il. « Bien sûr. » Il s'approcha lentement et s'assit sur le banc de pierre où elle avait l'habitude d'enseigner les plantes à Caroline. Marie-Conception s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse.
le cœur battant à tout rompre. Marie-Conception prit une profonde inspiration. L'heure était venue, et elle raconta tout. Être la fille bâtarde de Marcel Dupont, avoir été élevée en secret, entretenue mais jamais reconnue, la mort de sa mère et le rejet public lors des funérailles, se retrouver complètement seule au monde, sans nom, sans famille, sans avenir. « Je ne savais pas qui vous étiez quand je vous ai trouvé, » dit-elle, la voix ferme malgré les larmes qui menacèrent de couler. « J'ai vu un homme mourant et j'ai fait ce que ma nature me dictait. J'ai essayé de vous sauver. Si j'avais su que vous étiez le baron de Bellefontaine, j'aurais peut-être été plus effrayé, mais je n'aurais pas agi différemment. Je ne peux pas voir quelqu'un souffrir sans rien faire. Et votre père, sait-il que vous êtes ici? Je ne sais pas. Nous ne nous sommes pas parlé depuis les funérailles, et je ne veux pas lui parler. Il a été clair sur le fait que je ne suis pas sa fille, que je n'ai droit à rien de sa part. » Elle regarda Jean droit dans les yeux. « Je ne suis pas ici pour lui, je suis ici pour moi, parce que vous m'avez offert une place quand je n'en avais aucune, parce que Caroline avait besoin de quelqu'un, et que moi, j'avais besoin d'être nécessaire pour quelqu'un. » Jean resta silencieux pendant un long moment, assimilant l'information. Finalement, il dit « Olivier avait tort alors. »« Oui, et j'ai été un imbécile de douter de vous, même une seconde. C'était humain. » Marie-Conception s'autorisa un petit sourire. « Les doutes sont naturels quand quelqu'un sème du poison, mais j'espère qu'à présent nous pourrons aller de l'avant. » Gine la regarda et, dans la lumière argentée de la lune, elle parut presque éthérée. Il remarqua des détails qu'il ne s'était pas permis de noter auparavant. La courbe douce de sa joue, les longs cils qui projetaient des ombres, la force et la vulnérabilité qui coexistaient sur son visage. « Vous avez tout changé ici, » dit-il doucement. « Pas seulement Caroline, toute la maison. C'est comme si nous pouvions enfin respirer à nouveau. » Marie-Conception regarda le ciel étoilé. L'obscurité n'est pas permanente. Il faut juste être assez courageux pour ouvrir les rideaux. Vous êtes sage pour votre âge. La souffrance vieillit l'âme. Elle rit sans joie. Mais elle n'a pas besoin de la détruire. On choisit ce que l'on fait de la douleur. J'entendis la main lentement, lui laissant le temps de reculer. Quand elle ne bougea pas, il toucha doucement son visage, son pouce traçant la courbe de sa joue. Conception. Elle ferma les yeux à son contact, le cœur s'emballant. « Non, » murmura-t-elle, bien que chaque fibre de son être cria oui. « Jean, nous ne pouvons pas. Vous êtes le baron, je ne suis que... seulement. La femme qui a sauvé ma vie, qui m'a rendu ma fille, qui m'a rappelé que je suis encore capable de ressentir. » Sa voix était rauque. « Il n'y a rien de seulement en vous. Les gens parleront. Ils diront exactement ce qu'Olivier a dit, que je suis une profiteuse, une chercheuse de fortune. Et depuis quand est-ce que je me soucie de ce que les gens disent? Depuis que cela affecte Caroline, elle est enfin en train de guérir. Nous ne pouvons pas risquer d'ajouter un scandale à sa vie. » Jean laissa retomber sa main, sachant qu'elle avait raison, mais détestant cela. « Alors, que faisons-nous? Nous continuons comme nous sommes, patrons et employés, barons et infirmières. » Elle ouvrit les yeux et ils brillaient de larmes non versées. « C'est ce qu'il convient de faire. Et si je ne veux pas faire ce qu'il convient? » Il sourit tristement. « Si je veux seulement ressentir, alors vous devrez garder ces sentiments, comme je vais garder les miens. » Ils restèrent assis là dans le silence, si proches qu'ils pouvaient sentir la chaleur l'un de l'autre, aussi distants que les étoiles au-dessus d'eux, deux cœurs battant au même rythme impossible, deux âmes qui se reconnaissaient mais ne pouvaient s'unir. Pas encore, peut-être jamais. Quand Marie-Conception se leva enfin et retourna à la maison, Jean resta dans le jardin, regardant le ciel, ressentant un vide qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort d'Hélène. Mais c'était un vide différent, non pas de perte, mais de possibilités niées. Il était tombé amoureux, contre toute raison, contre tout bon sens.
Il était tombé amoureux de cette femme sans nom et sans fortune, qui venait de nulle part et avait tout changé, et il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il devait faire de cela. Deuxième, et tout s'effondre, la nuit noire de l'âme. 3 mois passèrent. C'était le début du mois de mai 1889 et la loi de libération venait d'être signée, libérant tous les opprimés de France. Le domaine de Bellefontaine passait par des transformations, les travailleurs décidant s'ils resteraient comme employés rémunérés ou chercheraient une vie ailleurs. Jean travaillait inlassablement pour que la transition soit juste, payant des salaires honnêtes, construisant de meilleures maisons. Marie-Conception et Jean maintenaient leur distance respectueuse, bien que cela devint plus difficile chaque jour. Des frôlements de mains par accident, des regards qui duraient une seconde de plus qu'ils ne le devraient, des conversations qui se terminaient par des silences chargés de non-dits. Caroline, maintenant âgée de 7 ans, parlait couramment et riait souvent. Elle appelait Marie-Conception « ma Conception » avec une possessivité affectueuse, et commençait à poser une question qui laissait les adultes sans réponse. Est-ce que Conception habitera toujours ici avec nous? C'est par un après-midi pluvieux de mai que tout s'effondra. Marie-Conception était dans le jardin couvert, enseignant à Caroline les différentes textures des feuilles, quand un messager arriva au galop. Il apportait une convocation officielle. Le juge de la région voulait voir Marie-Conception immédiatement au tribunal de Lyon. La peur glaça ses veines. Les juges ne convoquaient pas les gens ordinaires à moins qu'il n'y eût de graves problèmes. Jean insista pour l'accompagner. Ils partirent en calèche, Caroline restant sous la garde d'une servante gentille, Madame Madeleine ayant été très opportunément renvoyée des mois plus tôt après un incident impliquant de la cruauté envers Caroline. Le tribunal était un bâtiment imposant en pierre, avec des colonnes blanches et un sol en marbre. Le juge, un homme gras aux sourcils épais, s'assit derrière son lourd bureau et observa Marie-Conception de ses petits yeux calculateurs. « Mademoiselle Cardozo, ou devrais-je dire Mademoiselle Dupont ?» Son estomac se noua. « Je n'ai pas droit à ce nom. »« Ah, mais votre père dit que si. » Le juge ouvrit un dossier de documents. « J'ai reçu une pétition de Marcel Dupont alléguant que vous utilisez votre position dans la maison de l'illustre baron de Bellefontaine pour extorquer de l'argent, que vous exploitez sa gratitude pour votre propre bénéfice et celui de votre famille. C'est un mensonge. » Marie-Conception se leva d'un bond. « Mon père m'a renié publiquement. Je ne travaille pas pour lui. Je n'ai aucun contact avec lui. » Et pourtant, le juge feuilleta les papiers avec une lenteur délibérée. « Il y a des témoins qui disent vous avoir vu dans des conversations suspectes. Il y a des preuves que votre présence sur la route où le baron a été attaqué n'était pas une coïncidence. Il y a une lettre. » « Une lettre? Quelle lettre ?» Le juge montra un papier. Marie-Conception reconnut l'écriture immédiatement. C'était la sienne, ou plutôt, c'était une imitation décente de son écriture. « Père, cela fonctionne exactement comme nous l'avions prévu. Le baron me fait totalement confiance. Bientôt, nous pourrons négocier le paiement de vos dettes. Soyez patient. » Je n'ai jamais écrit cela. Elle saisit la lettre, mais le juge la lui arracha. « C'est votre écriture. » « C'est une falsification commode. » Le juge se renversa dans son fauteuil. « Mademoiselle Cardozo, votre père exige que j'enquête sur cette situation. En tant qu'homme de loi, je dois considérer sérieusement des accusations d'extorsion contre des membres respectés de notre communauté. » « Rien de tout cela n'est vrai, » intervint Jean pour la première fois, la voix dangereusement calme. « Cette femme a sauvé ma vie, guéri ma fille, et ne m'a jamais demandé un centime au-delà de son juste salaire. Monsieur le baron, avec tout le respect que je vous dois, vous pourriez être émotionnellement compromis. » Le juge sourit de façon onctueuse. « La gratitude peut aveugler même les hommes les plus sensés. Êtes-vous en train de me traiter d'imbécile? Je suggère que monsieur ne voit peut-être pas la situation avec clarté. » C'est alors que la porte du tribunal s'ouvrit et qu'Olivier entra, suivi de Marcel Dupont.
Un homme maigre aux yeux froids, que Marie-Conception reconnut comme son père, mais qui aurait pu être un étranger, tant l'affection entre eux était inexistante. « Ah, monsieur Pereira !» salua le juge. « Je vous remercie d'être venu témoigner. » Conception sentit le monde tourner. Témoigner. Olivier. Jean comprit à l'instant même. La couleur quitta son visage. « Toi !» Il se tourna vers son cousin avec une fureur incandescente. « C'est toi qui as fait ça. Tu as falsifié la lettre. Tu as conspiré avec lui ?» Il pointa Marcel Dupont du doigt. « Conspirer est un mot très laid, cousin. » Olivier afficha ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je préfère penser que je te protège de ta propre ingénuité. Cette femme est exactement ce que j'ai dit qu'elle était. Une manipulatrice. La seule manipulation ici est la tienne. » Jean avança, mais le juge frappa de son marteau. « Ordre! Il y aura de l'ordre dans ma cour. »« Monsieur le juge !» commença Marcel Dupont d'une voix mielleuse. « Je regrette beaucoup ce scandale. Quand ma fille est venue me demander de l'aide pour extorquer le baron, j'ai tenté de l'en dissuader, mais elle a insisté, disant que l'homme était si reconnaissant qu'il donnerait tout ce qu'elle demanderait. En tant que père, même d'une fille qui me fait honte, je me suis senti obligé de le signaler. « Vous mentez !» cria Marie-Conception, les mains tremblantes. « Vous m'avez renié. Vous avez dit devant tout le monde que je n'étais rien pour vous. J'ai dit cela pour ton propre bien, ma fille, pour que tu construises ta vie honnêtement, pas avec des mensonges et de la manipulation. C'était magistral. Complètement faux, mais magistral. » Et Marie-Conception voyait dans les yeux du juge qu'il le croyait, ou faisait semblant de le croire, parce qu'il avait été payé pour cela. « Mademoiselle Cardozo !» Le juge reporta son attention sur elle. « Jusqu'à ce que cette affaire soit proprement instruite, j'ordonne que vous quittiez la propriété de monsieur le baron immédiatement. Vous n'aurez pas la permission de vous approcher de lui ou de sa fille jusqu'à ce que votre innocence soit prouvée. »« Non !» Pour la première fois, Jean perdit complètement le contrôle. « Vous n'avez pas l'autorité pour... » »« J'ai toute l'autorité. Et si vous interférez, baron, je devrais considérer si mademoiselle n'a pas exercé une influence indue sur vous également. Cela pourrait entraîner des enquêtes beaucoup plus vastes sur vos propriétés et vos finances. » C'était une menace claire. Olivier et le juge avaient tout planifié méticuleusement. Jean pouvait lutter, mais cela mettrait en péril non seulement lui-même, mais tout le domaine et ses travailleurs. Marie-Conception vit la défaite dans ses yeux et sentit son propre cœur se briser. « C'est bien, » dit-elle, la voix étrangement calme, malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « Je m'en vais. Mais qu'il soit acté que chaque mot que vous avez prononcé est un mensonge et que vous, » elle regarda Olivier et Marcel, « vous devrez vivre avec cela pour le reste de vos vies. » « Drame inutile, » murmura Olivier, mais il y avait un malaise dans ses yeux. Marie-Conception se tourna vers Jean. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Alors, elle tendit simplement la main et toucha brièvement la sienne, un geste final. « Prenez soin de Caroline. Dites-lui que j'ai dû partir, mais que je l'aimerai toujours. Conception !» La voix de Jean se brisa. Ne rendez pas cela plus difficile. Elle sortit du tribunal la tête haute, bien qu'elle eût l'impression de s'effondrer de l'intérieur. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait rien. Elle retournerait dans sa petite maison à Lyon, si tant est qu'elle fût encore debout. Elle retournerait au néant d'où elle venait. À l'extérieur, la pluie tombait fort, la trempant en quelques secondes. Elle ne s'en soucia pas. Elle marcha dans les rues boueuses, sans direction, voulant seulement s'éloigner de cet endroit, de ces gens, de cette douleur. Elle ne vit pas la calèche s'arrêter à ses côtés. Elle n'entendit pas les pas courir, jusqu'à ce que des mains familières la retournent. Jean était trempé lui aussi, les cheveux collés au front, les vêtements ruinés. « Non !» dit-il fermement. « Je ne vous laisserai pas partir ainsi. Vous n'avez pas le choix. » Jean l'attira dans ses bras. « Au diable, Olivier, votre père, et tous les autres. Je m'en fiche. Jean, ils vont vous détruire. » Qu'ils détruisent. Alors,
Mais je ne vivrai pas sans vous, pas après avoir enfin réappris à vivre. » Elle voulait résister, elle aurait dû résister, mais elle était si fatiguée d'être forte, si fatiguée d'être seule. « Je ne sais pas comment arranger cela, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Nous allons trouver ensemble. » Et là, sous la pluie, dans la rue boueuse d'une ville qui les jugeait, Jean de Almeida Vasconcelos, baron de Bellefontaine, embrassa Marie Conception Cardozo, la fille bâtarde sans nom. Ce fut un baiser de désespoir, de défi, d'amour qui ne pouvait plus être nié. Et quelque part au loin, l'avenir commença à prendre forme. Jean ramena Marie Conception au domaine de Bellefontaine, défiant ouvertement l'ordre du juge. Le scandale se propagea dans la région comme un feu de paille. Le baron de Bellefontaine, l'homme que tous craignaient, abritait une femme accusée d'extorsion, une femme sans famille, sans nom, sans rien. Les commérages étaient cruels. On disait qu'il avait perdu la tête, qu'il était manipulé, que son nom autrefois redouté devenait un sujet de moquerie. Jean ne s'en soucia pas. Il installa Marie Conception dans ses propres appartements, signifiant clairement à tous qu'elle était sous sa protection. Caroline, en découvrant que Conception avait failli être emmenée, s'agrippa à elle et pleura inconsolablement. « Tu ne pars pas, n'est-ce pas ? Tu ne me quitteras pas ?» sanglotait la petite fille. « Jamais, mon amour, jamais !» Marie Conception la serra fort, sentant le poids d'une promesse qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir. Mais Jean était déterminé. Pendant 3 jours, il s'enferma dans son bureau, envoyant des messages urgents, convoquant des avocats, enquêtant. Il savait qu'Olivier était derrière tout cela, mais il lui fallait des preuves. Ce fut un ancien employé renvoyé par Olivier des années auparavant pour avoir refusé de participer à un stratagème de vol qui apporta enfin la réponse. Il arriva de nuit, nerveux, regardant de tous côtés comme s'il s'attendait à être attaqué à tout moment. Jean le reçut dans le bureau, en présence de Marie Conception. « Monsieur le baron ?» L'homme nommé Joseph ôta son chapeau avec des mains tremblantes. « Il y a quelque chose que monsieur doit savoir sur son cousin, sur l'embuscade. » Jean se redressa sur sa chaise. « Parlez !»« C'est moi qui l'ai entendu comploter. » Joseph déglutit avec peine. « Des mois avant l'embuscade, je travaillais encore pour monsieur Olivier comme cocher. Un soir, il est rentré ivre. Il n'a pas réalisé que j'étais à l'arrière de la calèche, en train de ranger les malles. Il discutait avec un autre homme, un type dangereux avec des cicatrices sur le visage. J'ai tout entendu. Qu'avez-vous entendu ? Que monsieur Olivier avait engagé cet homme pour vous tuer sur la route. Il a dit que vous alliez à Paris pour affaires et que ce serait l'occasion parfaite. Il a dit qu'avec monsieur mort, il hériterait de tout et ferait de ce domaine quelque chose de vraiment lucratif. Ce sont ces mots. » Marie porta la main à sa bouche. Jean devint livide. « Vous avez entendu mon cousin conspirer pour m'assassiner et vous ne m'avez rien dit ? J'ai eu peur, monsieur. » Pierre baissa la tête, honteux. « Monsieur Philippe est puissant. Il a déjà menacé ma famille par le passé. Je pensais que si je parlais, il me tuerait. Alors j'ai démissionné et je me suis enfui. Mais quand j'ai appris que mademoiselle Marie était accusée injustement, je n'ai plus pu me taire. Pouvez-vous en témoigner ?» Jean se leva face à un juge. « Je le peux, et j'ai mieux que cela. » Pierre sortit un papier froissé de sa poche. « C'est une lettre que monsieur Philippe a laissée tomber ce soir-là. Je l'ai gardée par sécurité. Elle est de sa main, adressée à cet homme aux cicatrices, fixant le rendez-vous pour convenir des détails de l'assassinat. » Jean prit la lettre d'une main tremblante. C'était l'écriture de Philippe, il n'y avait aucun doute. À la prochaine pleine lune, il se rendra à Paris, par la route de Versailles, sur le tronçon désert, après le pont. Assurez-vous que cela ressemble à un assaut, il ne doit y avoir aucun soupçon. Le reste du paiement sera effectué une fois le travail terminé. Elle était signée simplement P.L. Philippe Lefebvre. Jean s'assit lourdement. Son cousin, son propre sang avait tenté de le tuer. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Je l'ai toujours traité comme un frère. »« La cupidité, » dit doucement Marie en posant une main sur son épaule. « Et la haine.
Certains hommes n'ont pas besoin de meilleures raisons que celle-là. Jean leva les yeux vers elle, et on y lisait une détermination renouvelée. Nous allons le dénoncer. Nous irons voir ce juge corrompu, avec des preuves si solides que tout l'argent du monde ne pourra les acheter. Le lendemain matin, Jean, Marie et Pierre se rendirent au tribunal, mais pas devant le juge de paix local. Jehan avait utilisé ses contacts pour convoquer le haut magistrat de la capitale, un homme à la réputation impeccable. Lorsque Philippe fut notifié qu'il devait comparaître, il arriva avec son arrogance intacte jusqu'à ce qu'il voie le magistrat Pierre et la lettre posée sur la table. Le sang quitta son visage. Ce doit être un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Jean se leva, et il n'avait jamais autant ressemblé au redoutable baron que tout le monde connaissait. Vous avez engagé des assassins pour me tuer. Quand ils ont échoué, vous avez conspiré pour détruire la femme qui m'a sauvé, tentant de l'éloigner de moi par vengeance. Vous avez impliqué son père, un homme sans scrupules, dans ce plan sordide. Jean, s'il te plaît, tu dois comprendre. Je protégeais. De protéger, rugit Jean, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Vous avez tenté de m'assassiner. Tu gâchais tout, cria Philippe en retour, perdant complètement son sang-froid. Catherine est morte il y a 10 ans. Isabelle ne sera jamais normale. Tu gaspillais la fortune des de Beaumont dans la culpabilité et le deuil. Je serais un meilleur héritier. Je ferais de ce domaine un empire. Le silence qui suivit fut absolu. Philippe réalisa trop tard ce qu'il venait de dire. Il venait de tout avouer. « Monsieur Philippe Lefebvre, dit le magistrat d'une voix grave, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, conspiration criminelle, falsification de documents et corruption d'officiers publics. » Des gardes qui attendaient à l'extérieur entrèrent. Philippe tenta de résister, mais ce fut inutile. Alors qu'on l'emmenait, il cria à Jean: « Tu le regretteras. Cette traînée va te détruire. Tu verras. » Jean se détourna simplement, lui tournant le dos. Pour lui, Philippe avait cessé d'exister à cet instant précis. Le magistrat se tourna vers Marie. « Mademoiselle Marie, toutes les accusations portées contre vous sont annulées. Monsieur Michel Bernard répondra également de sa participation à cette machination. Vous êtes totalement innocenté. » Marie sentit ses genoux fléchir. C'était fini, vraiment fini. Jean la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la serrant dans ses bras. « C'est fini, » murmura-t-il dans ses cheveux. « C'est enfin fini. » Une semaine plus tard, Jean convoqua une réunion de tous les travailleurs du domaine de la Roche. Pour la première fois en une décennie, il fit décorer la maison. Des fleurs fraîches dans toutes les pièces, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer le soleil et l'air. Marie était dans la chambre avec Isabelle, changeant les vêtements de la petite fille pour quelque chose de plus beau, bien qu'elle ne sût pas exactement la raison d'une telle célébration. « Marie, » dit Isabelle en serrant sa petite main dans la sienne, « papa est différent. » « Différent comment ? » ?»« Heureux. Il sourit pour de vrai maintenant. Comme tu m'as appris que les gens heureux sourient. » Marie sentit son cœur se serrer d'amour pour cette petite fille qui avait tant grandi. « Et toi, es-tu heureuse aussi ?» Isabelle réfléchit un moment, sérieuse, puis hocha la tête. « Oui, parce que tu es là, parce que papa est là, parce que nous sommes une famille. » Une famille. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Marie, alors qu'elle descendait avec Isabelle. Le salon principal était plein. Travailleurs du domaine, employés de maison, voisins, tous étaient réunis. Et au centre, Jean, vêtu de ses plus beaux habits, attendait. Quand Marie entra, il sourit, un vrai sourire qui illumina tout son visage et le fit paraître 10 ans plus jeune. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire et forte, je vous ai tous réunis ici aujourd'hui car je dois faire une déclaration publique et je souhaite que vous en soyez tous témoins. » Il marcha vers Marie, qui restait immobile, confuse, mais le cœur battant à tout rompre. Cette femme, Jean prit sa main, m'a sauvé la vie alors que je mourrais. Elle a guéri ma fille quand les médecins disaient qu'elle était condamnée.
Elle a ramené la lumière dans une maison qui était morte depuis 10 ans. Des murmures parcoururent à la foule. Et plus que cela, continua Jean. Elle m'a appris à vivre à nouveau. Elle m'a montré que le poids de la culpabilité et du deuil n'a pas à être porté éternellement. Que nous pouvons honorer les morts en vivant véritablement, et non en existant dans l'ombre. Il s'agenouilla. Marie eut le souffle coupé. La foule fit un silence absolu. « Marie, dit-il, sa voix rauque d'émotion, tu es entrée dans ma vie comme une tempête inattendue, renversant les murs que j'avais mis des années à construire. Je ne peux pas t'offrir un passé sans tache. Je suis un homme marqué par la perte et l'erreur. Mais je peux t'offrir un futur, une place à mes côtés, non pas comme employé, mais comme partenaire, comme épouse, comme mère de ma fille. Et, si Dieu le veut, des enfants que nous aurons encore. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague simple mais magnifique, en or avec une émeraude au centre. « Elle appartenait à ma grand-mère, dit-il, et ce serait mon plus grand honneur de la voir à ton doigt, si tu m'acceptes, si tu peux aimer un homme qui a été assez fou pour presque te laisser s'échapper. » Marie regarda l'homme agenouillé devant elle. Cet homme que tous craignaient, mais qui livrait son cœur comme un présent fragile. « Je n'ai rien à apporter à ce mariage, » dit-elle d'une voix brisée. « Aucune dot, aucune famille respectable, aucun nom de valeur. Tu t'apportes toi-même. » Jean se leva, tenant toujours la bague. « Et tu es tout ce que j'ai toujours voulu, sans savoir que j'en avais besoin. Les gens parleront, ils diront que je suis une profiteuse, que vous avez perdu la tête. Laisse-les parler. » Il sourit. « Dis oui, Marie. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que cela valait la peine de me sauver sur cette route. » Elle regarda Isabelle, qui observait tout avec des yeux écarquillés. La petite fille hocha vigoureusement la tête comme pour dire « Dis oui ». Marie regarda la foule de travailleurs, dont beaucoup qu'elle avait soignés ces derniers mois. Elle voyait l'acceptation sur certains visages, le doute sur d'autres, mais surtout de la curiosité. Une nouvelle histoire commençait. Elle regarda l'homme face à elle. Cet homme qui avait tant perdu et qui avait pourtant trouvé le courage d'aimer à nouveau. « Oui, dit-elle enfin. Oui, Jean. Oui, à tout cela. » Il glissa la bague à son doigt, puis l'attira pour un baiser qui fit exploser la foule en applaudissements. Isabelle accourut et embrassa leurs jambes en riant. Et pour la première fois en une décennie, le domaine de la Roche connut la véritable joie. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard, en juin 1889, dans la petite chapelle du domaine. Ce fut simple mais beau. Marie portait une robe blanche, sans trop d'ornements, ses cheveux bouclés, tressés de fleurs sauvages. Jean portait un costume noir, Isabelle à leur côté dans une robe rose, portant les alliances sur un petit coussin. Il n'y avait aucun membre de la famille de Marie présent. Michel Bernard avait été emprisonné pour sa participation au complot de Philippe. La famille de Jean, à l'exception d'une vieille tante venue de loin, resta à distance, désapprouvant le mariage avec une femme sans origine. Mais l'amour ne manqua pas. Les travailleurs remplissaient les bancs, sincèrement heureux pour leur patron, eux qui étaient devenus plus justes et gentils depuis que cette femme était entrée dans sa vie. Quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, un silence respectueux s'ensuivit. Quand il demanda si Jean acceptait Marie comme épouse, il répondit d'une voix ferme « Je l'accepte pour toujours ». Et quand ce fut son tour, Marie regarda dans les yeux l'homme qu'elle avait sauvé de plus de façon qu'il ne pouvait l'imaginer et dit « Je l'accepte de tout mon cœur ». Le baiser qui scella le mariage fut doux et plein de promesses. Dans les mois qui suivirent, des changements profonds transformèrent le domaine de la Roche. Jean, inspiré par Marie, lança des programmes pour éduquer les enfants des travailleurs. Il construisit une petite école sur la propriété, améliora les logements, établit des salaires justes et des journées de travail raisonnables. Marie créa un cabinet d'herboristerie au domaine, soignant gratuitement les travailleurs et leurs familles. Sa réputation grandit. Des gens venaient des villages voisins chercher ses remèdes et sa sagesse. Isabelle s'épanouit complètement.
devenant une jeune fille brillante et curieuse, toujours un livre à la main, posant sans cesse des questions. Elle appelait Marie « maman », désormais, naturellement, sans effort. Et un soir de septembre, alors qu'ils dînaient ensemble, tous les trois formant enfin une famille, Jean prit la main de Marie sur la table et dit « Sais-tu ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?»« Quoi donc ?»« Que je ne me souviens plus du dernier cauchemar que j'ai fait. » Marie serra ses doigts. « C'est parce que tu t'es enfin pardonné. C'est toi qui m'as appris que c'était possible. » Isabelle regardait les deux adultes en souriant. « Moi non plus, je n'ai plus de cauchemars, » dit-elle fièrement. « Rien que de beaux rêves maintenant. » Jean et Marie échangèrent un regard, et tous deux sentant des larmes de gratitude. À cet instant, à cette table simple, avec une nourriture honnête et un amour abondant, ils avaient tout. Pas seulement les richesses, bien qu'ils en eussent, pas seulement le statut, bien que le nom de Beaumont pesât lourd, mais quelque chose de plus précieux, l'appartenance, la guérison, l'avenir. La nuit, allongés ensemble dans leur chambre, Marie reposait sa tête sur la poitrine de Jean, écoutant les battements forts et constants de son cœur. « Tu as sauvé 3 vies sur cette route, » murmura Jean dans l'obscurité, embrassant ses cheveux. « La mienne, celle d'Isabelle et la tienne. »« Peut-être nous sommes-nous tous sauvés les uns les autres, » répondit-elle doucement. « Peut-être est-ce là la nature de l'amour véritable. Pas une personne qui en sauve une autre, mais 2 personnes décidant de vivre ensemble. » Jean la serra plus fort, et dans le silence de cette nuit, tous deux le surent. Ce n'était que le début. Domaine de la Roche, vallée de la Loire, mai 1900. Le matin arriva, doré et chaud, sur le domaine de la Roche, apportant avec lui l'arôme du café et de la terre travaillée. Par la fenêtre ouverte de la chambre principale, on entendait le chant des oiseaux mêlé aux voix des enfants jouant dans le jardin. Marie de Beaumont, désormais âgée de 35 ans, était dans la cuisine, supervisant la préparation du déjeuner. Elle portait une robe simple en coton bleu, ses cheveux attachés en un chignon lâche, quelques mèches s'en échappant pour encadrer son visage. Elle était plus épanouie que dans sa jeunesse, les marques de 3 grossesses adoucissant ses courbes. Mais ses yeux gardaient ce éclat de détermination et de bonté qui l'avait toujours caractérisée. « Maman, Alain me poursuit encore. » Une petite fille de 8 ans, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux sombres, identiques à ceux de son père, courut dans la cuisine et se cacha derrière.